Une serviette. Hein? Un simple morceau de tissu. Oui. Et ça peut devenir une arme psychologique. Ça peut déclencher une bagarre en pleine finale continentale. C'est incroyable. Et au sommet de tout ça, vous avez le patron du football mondial, Gianni Infantino, qui lui choisit de ne condamner qu'un seul camp. À ce moment-là, le jeu n'est plus vraiment le jeu. Ça devient un théâtre d'influence. Finale de la CAN. Récit d'une victoire arrachée contre le système. Le point de départ, c'est cette déclaration de Gianni Infantino, le président de la FIFA. Elle arrive juste après le match et elle est d'une sévérité assez rare, il faut le dire. Il dit, et je le cite, « Je condamne fermement les agissements de l'équipe du Sénégal ». Fermement. Le mot est choisi. Il est fort. Et il ne parle que du Sénégal. On a l'impression, à l'entendre, qu'il n'y a qu'un seul coupable dans toute l'histoire. C'est exactement ça. C'est une communication très précise, très orientée. Ces autres mots le sont tout autant. Un comportement inacceptable. Et puis, la phrase clé, il faut respecter les décisions des arbitres. Voilà. Il ne vise qu'un seul moment. Celui où les joueurs sénégalais, à bout, ont quitté le terrain. En fait, il condamne la réaction, mais il oublie complètement l'action. Il passe volontairement sous silence tout ce qui a provoqué cette réaction. C'est une position qui n'a rien de neutre. Alors, parlons-en de cette phrase. Respecter les décisions des arbitres. Comment on fait pour respecter l'arbitre quand, dans les dernières minutes d'une finale, on vous refuse un but qui semble, à vue d'œil, parfaitement valable, et sans même que l'arbitre aille consulter les images? Le fameux VAR, l'assistance vidéo. Oui, cet outil qui est censé garantir l'équité, c'est tout le problème. C'est même le cœur du problème. La technologie VAR, elle a été faite pour ça, pour éliminer le doute sur des moments aussi capitaux. Un but en fin de match, on peut difficilement faire plus capital. Et là, l'arbitre Jean-Jacques Ndala n'est même pas appelé par ses assistants. Pourtant, dans la salle VAR, ils ont tous les angles, tous les ralentis. Ils voient que le but est valable, c'est une certitude. Mais silence radio. Et ce silence, dans le contexte d'une finale aussi tendue, il est assourdissant. Il est assourdissant, oui. D'autant plus quand on regarde d'un peu plus près qui se trouve dans cette salle. Ah, oui. Parce que ce ne sont pas des techniciens anonymes. Et c'est là qu'on quitte, je pense, le domaine de la simple erreur pour entrer dans celui de la suspicion. La présence dans cette salle de l'arbitre Pierre Achot, c'est bien ça. Et ce nom, ce n'est pas un détail, ce n'est pas n'importe qui. Attendez, on parle bien du même Pierre Achot qui était au cœur d'une polémique gigantesque après un match de l'Algérie en 2023. Hein? Le même. Une affaire qui avait déclenché des protestations officielles, une enquête. C'est bien lui. C'est bien lui. Alors, le placer à un poste aussi stratégique, avec un pouvoir sur l'arbitre central, pour une finale aussi explosive, au mieux, c'est maladroit. Au pire, pour beaucoup d'observateurs, c'est carrément une provocation. On ne parle plus d'une seule erreur là. On parle d'un penalty très litigieux sifflé pour le Maroc après un hors-jeu non signalé. Puis d'un but valable refusé au Sénégal sans VAR. Avec cet arbitre controversé dans la salle de contrôle, l'accumulation est alimente le sentiment d'un scénario écrit d'avance. Et c'est dans cette ambiance électrique où chaque coup de sifflet devient suspect que la tension déborde complètement. On sort du sportif, on arrive à une scène improbable, mais incroyable. On est en finale de la Coupe d'Afrique, des millions de personnes regardent. Et d'un coup, une bagarre générale éclate sur le bord du terrain. Pas pour un tacle. Pas pour une insulte, pour une serviette, la serviette d'Edouard Mendy, le gardien sénégalais. C'est surréaliste, le jeu continue, il y a une occasion de but et pendant ce temps-là, le gardien remplaçant du Sénégal se bat physiquement avec des membres du staff marocain pour récupérer ce bout de tissu. Ça a l'air de rien, mais ce n'est pas anecdotique du tout. J'imagine... Ce n'est pas juste une question de propreté. Est-ce que ça va plus loin que la simple superstition d'un gardien? Oh, bien plus loin. C'est de la guerre psychologique pure et simple, une tactique de déstabilisation. D'ailleurs, la presse internationale ne s'y est pas trompée. De la Gazzetta dello Sport en Italie, qui a presque qualifié le gardien remplaçant de héros méconnu, jusqu'à ESPN aux États-Unis, tout le monde a relevé cette séquence, parce qu'elle est révélatrice. Et est-ce qu'on sait si c'est une méthode? Est-ce qu'on a d'autres exemples? Absolument. On n'a même pas eu à chercher bien loin.
Quelques jours avant, le gardien du Nigeria, Stanley Nwabali, avait déclaré publiquement avoir subi exactement la même chose, la même tentative, par le même staff. Donc ce n'est pas un incident isolé, c'est une stratégie. L'objectif, c'est le mental du gardien. Pour un gardien, les rituels, c'est crucial, surtout avant des tirs au but. La serviette, c'est son repère, l'objet qu'il pose à côté de son but. Lui voler, c'est violer son espace, sa zone de concentration. C'est lui envoyer un message. Le message, c'est « rien n'est sûr ». Même ton territoire le plus sacré est vulnérable. Donc, si on récapitule, un arbitrage perçu comme partial, des tentatives de déstabilisation psychologique. On comprend mieux pourquoi les Sénégalais ont pu avoir le sentiment que les dés étaient pipés. Voilà ce qui nous amène à leur réaction. Face à ce pénalty sifflé contre eux, ils prennent une décision radicale. C'est le point de rupture. Ils quittent le terrain. L'équipe entière, menée par Sadio Mané, se dirige vers la ligne de touche et refuse de jouer. Sur le moment, ça a dû paraître comme une folie, un suicide sportif. Les sanctions pour ça sont dévastatrices. Le mot est juste dévastatrice. Le règlement est formel. Un refus de jouer, c'est match perdu sur tapis vert. Donc, perdre la coupe sur le champ instantanément. Mais ça va plus loin. Lourdes amendes, suspension de la prochaine CAN, voire des sanctions de la FIFA pour la Coupe du Monde. C'était un pari d'une audace folle. Et pourtant, avec le recul, est-ce que ce n'était pas, paradoxalement, leur seule option ? S'ils étaient restés sur le terrain en protestant gentiment, qu'est-ce qui se serait passé ? C'est toute la question stratégique. S'ils avaient juste maugréé, Brahim Diaz aurait tiré son penalty. Il l'aurait peut-être marqué. Le Maroc aurait gagné et l'histoire n'aurait retenu que le score. Les polémiques d'arbitrage ? Une note de bas de page, oubliée le lendemain. Alors qu'en arrêtant le jeu pendant presque 10 minutes, il change complètement la nature de l'événement. Le match n'est plus un match. C'est une crise visible par le monde entier. Exactement. Ils ont forcé les caméras à se braquer sur l'injustice qu'ils ressentaient. Ils ont refusé d'être les victimes silencieuses d'un scénario qui leur semblait écrit. C'est un acte de désobéissance majeure. Et c'est là qu'on voit l'importance du leadership. On a vu Mané, Koulibaly haranguer leurs coéquipiers. Il fallait un sang-froid, une cohésion incroyable pour ne pas imploser. Absolument. Ils n'ont pas juste subi, ils ont activement pris le contrôle du récit de la soirée. Ils ont utilisé cette interruption pour se remobiliser et en quelque sorte pour faire pression sur le corps arbitral. Quand le jeu a repris, le contexte n'était plus le même. Et en faisant ça, ils ont mis un coup de projecteur très gênant sur des problèmes bien plus larges. Et on dépasse le cadre de la finale. Le Maroc se présentait en organisateur modèle, une vitrine pour l'Afrique avec la Coupe du Monde 2030 en ligne de mire. Exactement. Mais si on additionne tout, l'arbitrage, la serviette, l'entraîneur sénégalais qu'on expulse de la conférence de presse, sans même parler des autres accusations en marge, les journalistes algériens détenus, les adresses IP bloquées. L'image du tournoi parfait s'écaille sérieusement. C'est le moins qu'on puisse dire. Le discours officiel de la meilleure organisation de l'histoire se heurte à une réalité bien plus compliquée. Cette finale a exposé des failles, une tension qui dépasse le sport. Et la question n'est plus seulement africaine, non. Elle devient mondiale. Quand des médias en Argentine, en Espagne, en Italie, des poids lourds du foot s'interrogent sur comment on peut en arriver à se battre pour une serviette en finale, la perspective change complètement. Ce n'est plus une affaire interne. C'est l'image du football mondial qui est touchée. La crédibilité de l'organisation est en jeu. Et ça nous ramène forcément au Mondial 2030, co-organisé avec l'Espagne et le Portugal. C'est la question de fond. Comment garantir la sécurité, l'impartialité, une atmosphère sereine sur un événement planétaire si une finale continentale, qui est censée être une répétition générale, est le théâtre de tels incidents? C'est une question que la FIFA, malgré les déclarations d'Infantino, doit se poser très sérieusement. Au final, l'histoire a offert une conclusion presque parfaite. Le Sénégal est revenu, le penalty a été tiré et Edouard Mendy l'a arrêté. Celui-là même à qui on voulait voler la serviette. Le Sénégal a gagné au tir au but. Ils ont soulevé la coupe. Ils l'ont soulevée, oui. Mais cette victoire, elle a le goût très particulier d'une lutte qui a été menée sur plusieurs fronts, pas seulement contre un adversaire sur le terrain,
Non, contre un environnement entier perçu comme hostile et partial. Alors, si on prend un peu de hauteur, la vraie question n'est peut-être pas de savoir comment le Sénégal a gagné ce match, mais plutôt comment il a réussi à ne pas le perdre face à des forces qui semblaient déterminées à influencer le résultat. La victoire est plus que sportive, elle est symbolique, presque politique. Ce qui soulève une dernière interrogation qui va bien au-delà du foot. Cet événement, avec cet acte de défiance spectaculaire, est-ce qu'il ne nous révèle pas une nouvelle forme de rapport de force ? Un monde où la contestation ouverte de l'autorité, même en risquant tout, devient parfois la seule stratégie possible pour ceux qui ont le sentiment de faire face à un système verrouillé ?